je vais y revenir, développer autour de ce symbolisme du germe qui entre dans une limite en revenant sur, j'allais dire, un signe, un symbole qui a été déjà très très présent dans mes dépôts antérieurs, une lettre de l'alphabet hébraïque qui s'appelle la lettre Beit. Je reviendrai là-dessus. C'est la lettre Beit où le germe est représenté par le petit point au centre justement de ce qui fait limite et qui est la lettre Veit. Je vais y revenir. Avant cela, j'éprouverai le besoin de signaler que donc dans toute cette période de l'eau qui a coulé sur les ponts, sous les ponts et puis ensuite qui a commencé à les recouvrir, dans une région que j'ai fréquentée et que j'ai dû quitter inopinément, la région de Liège. Dans cette période-là, donc de ce long silence pour moi, j'ai poursuivi un journal de rêve, cette fois sous une forme privée, et où j'ai témoigné de manière constante, en fait, d'une tentative, on pourrait presque dire, je ne sais pas si c'est le mot désespéré, parce que ce mot serait trop fort. En tout cas, une tentative extrêmement volontaire et en même temps contrariée pour justement entrer dans ces fameuses limites dont je parlais. Il y avait comme aussi la tentative d'une certaine manière d'entrer dans une forme de soumission, on pourrait dire, à un surmoi. C'est-à-dire que, m'étant comme quasiment engagé publiquement, on pourrait dire, eh bien, une première difficulté était celle-là, tout d'un coup de me retrouver, on pourrait dire, sous le regard d'un observateur extérieur qui me placerait dans une espèce de contrainte qui ne devenait plus la contrainte, j'allais dire en tant qu'une loi intérieure qui croît naturellement, mais qui s'étant en quelque sorte objectivée, me plaçait dans une position, on pourrait dire, de mise en dualisation, on pourrait dire quelque part. Là où j'en suis par rapport à là où je devrais être. Ça a été une des premières difficultés qui m'a été révélée, on pourrait dire, dans cette aventure qui s'est presque imposée à moi. Cette exposition, on pourrait dire, cette exposition sur la place publique, je pense qu'il correspondait certainement à quelque chose de très important sur le plan je pense qu'on peut le dire, d'être canal, de servir, on pourrait dire, de lieu de canalisation d'un espace d'expression, de canalisation, d'un enseignement.
Donc voilà, je pense que j'ai payé le prix aussi, hein, personnellement, de cette fonction, d'une certaine manière, que j'ai assumée de gré ou de force, presque plutôt par accident que par choix. Voilà. Un autre aspect, c'est que cette formulation des vertus du cœur, je ne les ai toujours pas digérées, je veux dire en termes de résurgence associée, on pourrait dire, à une espèce de morale bien pensante. D'ailleurs, j'ai rencontré certaines personnes qui se sont pas privées de m'envoyer dans la figure que j'avais été en contradiction entre ce que j'avais dit et ce que j'avais fait, comme si je m'étais moi positionné en maître. Ce que je n'ai jamais fait, je pense que j'ai jamais véritablement pensé bien que j'ai assumé d'une certaine manière ce rôle je dirais quelque part, de canal, je n'ai jamais véritablement pensé et permis à quiconque de penser que je pourrais servir, on pourrait dire, de modèle en tant qu'incarnation de ce verbe. Je me rappelle que dans le conte du miroir brisé, je signalais quelque chose qui est donc bien archétypiel ici, hein, ou archétypique, je ne sais pas le terme ici qui conviendrait, à savoir que donc entre la parole et les actes, ou entre la pensée et l'action, la mise en œuvre par exemple d'un déplacement dans l'espace-temps, cette dualité est déjà évidente, puisque la pensée ou la parole, ça peut être l'anticipation de l'acte, mais le chemin pour y arriver, c'est encore autre chose, et ça s'appelle la condition humaine, n'est-ce pas, que je partage avec tous. Et donc, pas plus que je n'ai à stigmatiser des contradictions chez autrui, puisque c'est la condition humaine, je n'accepte de quiconque le reproche de cette contradiction telle que j'ai pu l'exemplifier, et je n'accepte pas davantage d'ailleurs une attente quelconque portée sur moi-même pour que je corresponde à telle ou telle conception de ce que serait l'adéquation avec les vertus, les sacro-saintes vertus du cœur, n'est-ce pas, où je disais quelque part ma difficulté qui est restée réelle autour de ce qu'on pourrait nommer les connotations d'une espèce de morale bien pensante, qui est d'ailleurs totalement étranger effectivement au texte fondateur, hein, je le sais bien. Il s'agit d'énergie vivante, il s'agit de sentiments authentiquement ressentis ou non. S'ils ne sont pas ressentis, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'obligation, je veux dire, à s'imposer quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc je disais dans ce journal privé que je vais nommer à partir de cette nouvelle série de publications, journal 2017, puisque ça s'est déroulé par la suite donc des publications antérieures qui, elles, ont été publiques. Dans ce journal 2017, donc cette difficulté d'entrer dans cette matrice, on pourrait dire, que je pourrais nommer la matrice Wingmakers Lyricus, elle s'est constamment exprimée, on pourrait dire, dans la durée. Avec la transmission particulière de Shakti, avec certains éléments transmis également par Sphinx, Stéphane Sphinx, avec ce que j'ai pu projeter aussi dans mon imaginaire autour d'un personnage, on pourrait dire, qui est important aussi, qui est apparu dans ce journal de rêve, qui était Nathalie Ambre, et d'autres, j'allais dire, figurants
dans cette espèce de scénario, on pourrait dire, tel qu'il s'est déroulé sur la toile. Voilà, je fais encore une pause à cet endroit-ci. Je précise que le mot figurant que je viens d'utiliser n'a pas de connotation péjorative relativement aux personnes concernées. Évidemment, je ne considère pas que Nathalie Ambre et quiconque dans la considération que je leur dois serait ramené au statut de figurant. Je parle de figurant aussi pour simplement distinguer la personne réelle et pour dire quoi, la place, le rôle qu'elles ont joué dans mon imaginaire. Donc maintenant je peux poursuivre. Ce qui a précédé en tentant de répondre à cette question, enfin je continue à répondre parce que j'ai commencé à y répondre à cette question qui est alors, qu'en est-il de cette difficulté qui a été pour moi de rentrer dans une limite? Pour dire que rencontrant la transmission via les écrits d'un autre personnage qui s'est nommé James, ayant rencontré aussi une critique qui avait été émise via le forum de Nathalie Ambre par une posteuse qui s'est nommée j'ai oublié son pseudo. Ceux qui ont suivi l'histoire le savent de qui je parle. Donc il y avait une critique qui avait été émise par cette posteuse relativement à une pratique, en tout cas qui était proposée par cette source et qui se nommait la respiration quantique. Et puis donc, comme je viens de le dire, cette espèce de rejet de cet énorme conditionnement dans lequel nous avons été pris via la religion judéo-chrétienne qui a totalement confondu ce qui relève, on pourrait dire quoi, des lois ontologiques. C'est une expression qui est utilisée par Annick de Souzenel et que je reprends ici à mon compte. Une confusion totale, un recouvrement des lois ontologiques par une espèce de morale absolument insupportable, infantilisante. Donc il y a eu tout cela, et plus récemment la découverte aussi d'une critique par, comme je l'ai dit, Wespenre, ça s'écrit W-E-S-P-E-N-R-E, et je n'ai pas besoin d'en dire plus, ça ne porte pas atteinte pour moi de manière essentielle, en tout cas, à un certain noyau de cette transmission. Et donc ici, par exemple, je pense en particulier, et qui a été reconnu d'ailleurs par ce même observateur critique, à la pratique qui s'appelle le cœur levant. Et je pense que ce qui a été présenté comme les 6 vertus du cœur, je pourrais les rebaptiser les 6 énergies vivantes. Voilà que ce noyau-là, je veux dire, à mon avis, reste totalement intègre, bien que l'on sache que toutes les religions et toute la spiritualité, enfin c'est mon avis, elles sont toutes infiltrées en partie également par ce qu'on pourrait nommer
les transdimensionnels à polarité négative, les entités ou les civilisations, ou les regroupements, j'allais dire, oui, d'entités à polarité négative. Donc qu'elles soient toutes infiltrées, ça me paraît évident. Que donc il n'y ait aucune source qui puisse être totalement intègre, ça me paraît probable, et que donc à chacun de devoir faire son propre travail d'observateur critique pour faire ses propres choix, retenir ce qui lui convient et écarter ce qui ne lui convient pas. Voilà, donc autre chose est qu'effectivement, donc confronté à cette espèce de marque de fabrique, quelque part, qui est restée pour moi attachée au terme même de vertu et du cœur, avec toute cette confusion qui est constamment faite autour de ce signifiant cœur, parce qu'il y a faire le joli cœur, il y a avoir bon cœur, il y a toutes sortes de connotations autour de ce vocable qui sont aussi également pour moi parfaitement insupportables. Voilà, alors que j'ai eu en main les textes de ce transmetteur qui s'est nommé James, que j'ai eu en main ces textes et que j'étais totalement convaincu de l'intelligence, de la profondeur et séduit aussi par la grande simplicité dans les textes, dans les mots utilisés, la grande simplicité, la grande accessibilité. Donc malgré le fait de tout ça, ce qu'il a emporté, ça a été un besoin d'ailleurs qui a été signalé dans une de ses publications, le besoin toujours de la chose suivante. Je pense que c'est dans une des brochures qui se nomme Vivre à partir du cœur, je crois. Il parle des trois j'ai toujours pas retenu ce sous-titre dans cette brochure. Trois écueils que l'on rencontre dans toute pratique. Et dans l'un de ces titres, c'est le besoin de la chose suivante. Donc je suis passé à autre chose. Après avoir déclaré publiquement que j'avais trouvé ma voie, la confrontation avec la difficulté et la rigueur, tout de même aussi de cette voie, parce qu'enfin c'est facile d'énoncer certains principes dans son enseignement quand on est dans le champ de la turbulence d'une émotion négative, prendre la décision de contrecarrer volontairement, intentionnellement. Pour moi, ça s'est révélé un travail absolument noir et j'allais presque dire impossible. Jusqu'à présent, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, comme je disais, j'en ai témoigné à longueur d'années, puisque ça fait 4 ans maintenant, à peu près 4 ans, qui ont été recouverts par ce journal 2017 sous une forme très particulière qui est écriture, parole écriture, en format PDF et que j'ai déposé à un certain endroit. Donc il y a ce que je viens de dire, cet aspect qui est le besoin de la chose suivante, qui était donc un écueil qui avait déjà été d'ailleurs
signalé d'emblée dans ce texte que je pense qu'il se nomme Vivre à partir du cœur. Il y avait, et ça c'est sans doute peut-être une excuse, que je me suis donné à moi-même, la critique que j'ai citée, ah oui, la posteuse s'appelle Douceur. J'ai entendu une autre critique encore d'une autre participante à ce même forum, plutôt autour des productions artistiques, enfin, oui, les peintures. Il y a eu des critiques autour de la musique. Je veux dire, effectivement, on peut toujours tout critiquer. Ça ne dispense personne, comme je disais, de faire le tri, la séparation entre le grain et l'ivraie. Et puis voilà, nous sommes sur cette planète pour une incarnation dans un temps limité, peut-être une parmi d'autres, et nous assumerons et nous devrons assumer les conséquences de nos actes ou de nos choix de choisir plutôt la tangente et l'échappatoire. J'ai choisi l'échappatoire et la tangente, donc, avec ces éléments que j'ai cités. Je rajoute, et donc ça me paraît quand même un élément très important, c'est qu'effectivement, puisque toute voie, que ce soit religion ou spiritualité, est en partie infiltrée, je pense que c'est important de ne pas s'engager dans aucune sans avoir un cadre théorique, on pourrait dire, un espace d'élargissement, on pourrait dire, de notre représentation d'une voie ou d'un chemin qui soit élargi. Puisque le risque que l'on court, effectivement, en faisant un choix qui se voudrait être un choix limité, donc entrer dans une limite, le fameux Yassov, le risque que ça peut être aussi ce qu'on pourrait nommer la tentation sectaire. Forger un discernement personnel et une liberté de cheminer, c'est prendre connaissance d'autres modes de représentation du réel et d'une voie présentée comme une voie ascensionnelle, entre guillemets. Et donc pour moi, ça a été de poursuivre mon enquête autour de la théorie du complot, où j'ai pressenti ce qui est maintenant bien clair, bien arrivé, et qui s'appelle la crise du Covid. Je l'ai pressenti, je l'ai vu arriver dans une grande inquiétude, un grand sentiment d'inquiétude. Poursuite donc sur la théorie du complot, et puis poursuite donc sur cette thématique, ce qu'on pourrait nommer le paradigme transdimensionnel extraterrestre, qui m'a finalement conduit, en tout cas, à me fixer, on pourrait dire, sur 3 ou 4 sources qui me paraissent intègres et se confirmer mutuellement avec certaines différences. Donc rester Sri Aurobindo et Mère, mais pour moi qui a été une source relativement aussi endommagée de par mon histoire personnelle dans ce qui s'est vécu sur la toile internet avec certains posteurs. C'est resté endommagé aussi parce que je pense que le langage utilisé par Sri Aurobindo et Mère, bon, mais voilà, c'est un langage qui pour moi n'a pas été totalement accessible. Mais c'est une source pour moi que j'ai découverte, confirmée par un autre transmetteur autour du même signifiant qui s'appelle le supramental et qui est Bernard de Montréal, qui est pour moi une découverte majeure sur le plan d'une structuration de la pensée et qui est en même temps très
différentes, je veux dire en tant qu'angle d'approche, je pourrais dire complémentaire à la source Wingmaker Cléricus. Wingmaker Cléricus, je pense que c'est essentiellement une approche pratique. Elle propose une voie à pratiquer. Là où Bernard de Montréal va plutôt donner des référents en termes de, on pourrait dire en termes de concept. Et on pourrait, la critique qu'on pourrait faire, c'est ok, tout ça c'est parfaitement clair, enfin parfaitement clair. C'est un langage beaucoup moins simple que celui dont j'ai parlé, tel que transmis dans le cadre de cette source, Wingmaker Cléricus. Mais c'est un langage, je veux dire, pour moi, qui m'a permis de structurer, oui, ma pensée, de rendre compréhensible le concept même du supramental, alors que pour moi, tel qu'il était présenté par la majorité des transmetteurs que j'ai appelés les supramentaleux français, avec une pointe d'ironie, ça me paraissait une espèce de je veux dire, un machin complètement mythique, inaccessible. Le supramental, vu par ces transmetteurs, me paraissait quelque chose d'inaccessible, qui ne me concernait pas finalement. À la limite, qui ne m'intéressait pas non plus en voyant et en comprenant pas certains de leurs comportements, alors que finalement maintenant, ils me sont plus compréhensibles. Je précise, grâce à la transmission de Bernard de Montréal. Donc il y a eu cette voie de, j'allais dire quelque part, de traverse, hein, cette espèce d'échappée aussi à pas poursuite sur la théorie du complot avec Bernard, j'allais dire le copain Bernard, et pas uniquement Bernard de Montréal, parce que je pense qu'il n'accepterait pas et n'apprécierait pas davantage qu'on le mette dans une position de maître, alors que pour moi, d'une certaine manière, ce qui s'est en tout cas exprimé à travers lui, vraiment me paraît extrêmement valable. Et j'apprécie le fait donc de son double langage, hein, qui est à la fois un langage écrit et en même temps un langage oral et un langage visuel, je veux dire, enfin, le langage non verbal tel qu'il peut se constater, par exemple, dans un enregistrement vidéophonique, et où j'ai trouvé une totale adéquation entre ces trois sources, qui n'a pas été le cas pour d'autres. Je veux dire que donc, par exemple, ce contraste entre l'écriture dans ces ouvrages, il y a, je pense, par exemple, le tout premier qui s'appelle La jeunesse du réel. Je pense à un autre très très important pour moi qui est Par-delà le mental. Il y a encore un autre ouvrage qui se nomme Dialogue avec l'invisible, etc. Il y a un ouvrage plus accessible, mais qui n'est plus vraiment un ouvrage, c'est plutôt une reconstruction, une transcription plutôt d'entretiens oraux, et qui s'appelle, je pense, Initiation solaire, je crois. Bref. Mais donc, j'ai trouvé un contraste équivalent
entre son écriture, son travail d'écriture et puis son expression verbale, spontanée, avec son accent québécois, et où voilà, en fait, il a un total dégagement, une totale distance, prise de distance par rapport à la forme, la sacro-sainte forme. Dieu sait si cette chose-là est prise en considération dans ce qui relève de ce qu'on appelle la littérature, par exemple. Si vous faites des études sérieuses à l'université, dans quelque domaine que ce soit, mais particulièrement en littérature, Dieu sait si la question de la forme est entourée d'un halo, on pourrait presque dire, de sacralité. Eh bien, la thèse de Bernard de Montréal, de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, il faut se dégager de cette forme pour pouvoir, en quelque sorte, aller à l'essence. C'est essentiellement, le mot est bien choisi, ce qu'il met en valeur, en évidence, dans sa transmission, autour de ce qu'il nomme le plan éthérique, et en quoi dans ce plan-là, dégagé donc de toute forme, se rapproche le plus de la source, notre source donc intemporelle, informelle, incorporelle, intemporelle, incorporelle, informelle. Bon, l'idée, la fameuse idée, le fameuse idée pure, n'est-ce pas, le monde des idées, le platonicisme. J'ai trouvé donc très très convaincant cette espèce de totale liberté, total non-attachement donc par rapport à une belle forme, donc dans son expression verbale, avec donc y compris l'accent québécois, et dont je disais, en fin de compte, moi-même, sans m'en rendre compte, avec mes deux personnages, dont celui de la baleine et mon accent belge, avant de découvrir Bernard de Montréal, en fin de compte, je me réalisais que j'avais pratiqué quelque chose comme ça aussi. Le choc violent avec le personnage Nathalie Ambre m'a fait comme lâcher complètement toute cette espèce de contrôle, on pourrait dire, sur le bien parlé, le bien présenté, le bien gentil, le bien conforme, complaisant. J'ai lâché tout cela, et ce qui s'est finalement exprimé, ça a été une parole de vérité. Je parlais de Platon, le vrai, le beau et le bien. Le vrai, c'est une des dimensions essentielles ici, que j'ai reconnue chez Bernard de Montréal dans cette espèce d'adéquation, donc, et qui en même temps pouvait travailler sur des formes apparemment totalement contradictoires, puisque l'écriture très 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 bien rédigée d'un côté, et puis d'autre part l'expression verbale, c'est du n'importe quoi à un certain moment. Ce serait irrecevable pour, par exemple, des littéraires. Donc il y a eu, comme voie de traverse, je disais, suite de la théorie du complot, Bernard de Montréal, très très important. Et puis alors, voilà, d'autres phénomènes dont peut-être sans doute je serais amené à reparler. C'est pas le temps, c'est pas le lieu ici pour la direction que je souhaite prendre autour donc de cette question de entrer dans une limite. Je pense que j'en ai assez dit, non pas pour rendre des comptes, mais pour que chacun se sente autorisé, effectivement, si jamais il aurait été tenté de me prendre pour modèle, ou il se serait imaginé, attendu que j'en sois un, et bien voilà, c'est une très bonne chose en fin de compte que je n'ai pas été le parfait exemple
d'incarnation du maître. Je veux dire en tant qu'obéissant au maître, le maître ici étant, par exemple, James, il a l'affiliation Innmacher Clericus. Je ne suis absolument pas l'exemple à suivre, et c'est d'autant mieux, puisque par conséquent, chacun, voilà, a sa liberté, au même titre d'ailleurs que j'ai la mienne, n'est-ce pas? Et que donc, comme je disais, si on peut penser en termes d'énergie vivante ici, alors que je n'ai pas arrêté de me fustiger moi-même, par rapport à cette espèce d'impossibilité qui a été la mienne, de rentrer dans une limite, avec ce que je viens de développer un peu dans ce qui précède, on peut dire que j'ai mis en... C'est l'énergie vivante de la compréhension qui me permet d'aller vers ce qui a été baptisé du terme très maladroit de pardon. Je pense que je voudrais dire à ce propos-là aujourd'hui que ce que j'ai compris avec ce terme qui n'a plus rien à voir avec une vertu morale, c'est qu'il est absolument inaccessible, cette énergie est absolument inaccessible si on passe à côté ben oui, comme je disais, de la vertu compréhension, mais cette vertu est aussi inaccessible si on l'associe à, comme je le disais, une certaine forme donnée, bien précise, et où là on est mais totalement à côté de la plaque. Voilà, il n'y a pas de forme précise à donner, par exemple, à cette vertu-là, que ce soit adressé à autrui ou à soi-même. Chaque chemin est unique, personnel, et le rythme de chacun aussi d'ailleurs, voilà. Bref, tout ça a été dit, j'ai pas besoin de le répéter. À chacun de voir ou de ne pas voir, si ça intéresse ou ça n'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas, de ce point de vue donc, à contrôler quiconque, et je ne permettrai pas, je répète, à quiconque de me contrôler.